beaucoup, Julien. Alors, pugnacité, confiance et pour donner la vie, tout un programme, bien évidemment, pour accueillir les projets Cèdres du Liban, c'est-à-dire ceux qui sont plantés sur le long terme. Et pour pouvoir présenter ces projets Cèdres du Liban, quoi de mieux qu'un grand témoin est celui de la fondation en 2000, de la promotion 2018, Frédéric Bardot, fondateur de Simplon, bien connu. Mon cher Frédéric, la parole est à toi. Merci beaucoup, Charles Benoît. Merci beaucoup. Je suis très, très fier, très content d'être avec vous et très content d'être un grand témoin maintenant, passeur de relais. La transmission, c'est quelque chose qui est important à Simplon, hein, on est une école. Donc, je suis très content de porter ce flambeau et puis de transmettre ce lourd tribut d'être un projet Cèdres du Liban. C'est là-dessus que je voulais faire une petite intro, parce qu'effectivement, être un projet Cèdres du Liban, c'est pas du tout anodin. C'est une distinction qui m'avait extrêmement touché et qui reste une responsabilité pour moi et pour Simplon, parce qu'on est un projet Cèdres du Liban du Rameau, et c'est pas juste une reconnaissance, c'est aussi un engagement, parce que tout ce qui gravite autour du Rameau, forcément, ça implique des questions d'intérêt général, donc ce qui n'est pas notre modalité juridique à Simplon, parce qu'on est une entreprise sociale, même si on a une fondation et une association, mais c'est en revanche notre engagement, notre boussole. Donc c'est notre mission autant que notre vocation, cet intérêt général. Et puis forcément, ça ne surprendra personne dans un contexte du Rameau, mais l'importance centrale d'agir collectivement aussi qui compte, hein, qui est une focale très très importante, les partenariats. Donc ça aussi, c'est vrai qu'en tant que projet Cèdres du Liban de 2018, hein, je peux assurer que c'est toujours et plus que jamais maintenant notre méthode, c'est une de nos modalités privilégiées et c'est notre aspiration profonde parce qu'on pense vraiment à Simplon, comme les projets qui vont être distingués ce soir, qu'on ne peut pas grandir en termes d'impact sans faire des partenariats et sans être dans une logique de co-construction et d'agir collectivement. Mais si on regarde bien ce que c'est qu'un projet Cèdres du Liban, hein, en plus des valeurs du Rameau, c'est quelque chose de très précis. Donc j'ai repris la distinction, j'ai été assez scolaire, hein, c'est assez étonnant pour moi. Mais donc c'est des projets visionnaires conçus sur le temps long pour répondre aux aspirations profondes et aux besoins essentiels des hommes, avec des très grandes racines et un développement très long et à l'infini. Donc ça, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que c'est une responsabilité, puisque autant les aspirations profondes et les besoins essentiels, c'est effectivement ce qu'on essaye à Simplon de faire converger, hein, entre les talents qui sont gâchés au chômage, les entreprises qui cherchent des ressources et la nécessité d'avoir un numérique inclusif et responsable. Les très grandes racines, je suis un petit peu obligé de dire que quand je vois les lauréats qui existent depuis 1985 ou 2001, qui sont plus anciens que Simplon, donc leurs racines sont bien plus importantes, donc vivement que je leur donne la parole ce soir. Et puis le développement très long, ça effectivement, je valide que Simplon est là pour durer, là pour longtemps, parce que Simplon, c'est comme tous les projets qu'on va distinguer ce soir, une idée, que les idées sont immortelles. Et donc, elles sont bien posées en tant que cèdre du Liban. Alors maintenant, passons au vif du sujet, donc avec les premiers projets inspirants, donc qui sont les structures et les personnes qui, comme Simplon a eu cette chance en 2018, vont accepter cette belle distinction et aussi cette responsabilité d'être un projet Cèdres du Liban. Donc on va démarrer par l'Alliance Dynamique. Donc l'Alliance Dynamique que tout le monde connaît bien dans le secteur de l'ESS, hein, qui est vraiment un projet qui est porté par la Poste et les territoires et le monde de l'ESS et qui vise à répondre aux enjeux sociétaux des territoires en associant le groupe La Poste et les acteurs de l'ESS et qui s'incarne au travers d'une charte et d'actions déployées au service de la cohésion des territoires, de l'inclusion numérique et de la transition écologique et énergétique. Donc c'est énormément d'achats responsables, c'est beaucoup de postiers engagés. Et bien entendu, c'est un réseau de correspondants qui est très ancré dans les territoires. Et pour nous parler de ce très très beau projet, j'appelle à prendre la parole un complice de médiation numérique et aussi de l'opération Gardons le lien qu'on avait montée pendant le confinement, donc Pascal Caille, le directeur délégué à l'économie sociale et au solidaire et aux dynamiques des territoires. Ben écoutez Fred, finalement le mot que j'ai choisi, c'est deux mots, c'est jouer collectif, parce que je pense qu'il caractérise bien l'Alliance Dynamique, et pour trois raisons et trois convictions communes que nous partageons. La première conviction, c'est qu'il est absolument nécessaire d'accompagner les transitions démographiques, écologiques, numériques et territoriales, et on pourra le faire qu'en jouant collectif.
La deuxième conviction, c'est que ce que nous souhaitons faire ensemble, finalement, c'est construire une économie qui soit plus durable, plus solidaire, mais aussi qui soit plus locale et plus coopérative. Et là encore, on pourra le faire en jouant collectif. Et puis finalement, la troisième conviction, c'est que le match se situe bien dans les territoires, et c'est bien la capacité finalement à nouer des alliances entre les acteurs publics, les acteurs associatifs et les entreprises privées, au public comme la Poste, qui permettront finalement d'apporter des réponses aux besoins spécifiques de chacun d'entre eux. Voilà, donc jouer collectif sur les 3 niveaux. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup. Donc passons tout de suite au deuxième projet inspirant, donc projet Cèdre du Liban. Et je vais vous parler maintenant de Bibliothèques sans frontières, qui est donc un mi-chemin entre une ONG et une entreprise sociale, qui a été donc créée en 2007 à Paris à l'initiative de Patrick Veil, l'historien, et qui tente de rapprocher le monde de la culture et ceux qui en sont le plus éloignés. Donc c'est bien entendu pas le cas de la plupart de nos concitoyens sur cette belle planète, puisque le public cible, fragile, éloigné ou privé de connaissances, ça recouvre 750 millions de personnes dans le monde. Donc ils ont fort à faire chez Bibliothèques sans frontières et ils le font avec brio. Et donc je suis très content de donner la parole à mon complice fellow Ashoka de la promo 2015, Jérémy Lachal, le directeur général de Bibliothèques sans frontières. Merci beaucoup Frédéric. Je suis particulièrement ravi de recevoir cette distinction de tes mains. C'est aussi un chouette passage de relais parce qu'effectivement, depuis le temps qu'on se retrouve, qu'on se recroise, qu'on fait des choses ensemble, etc. C'est toujours un plaisir de se retrouver, et particulièrement autour d'une thématique comme celui-ci, parce que je sais à quel point pour toi, comme pour Bibliothèques sans frontières, la question du partenariat, de la co-construction est importante. Alors on m'a demandé de choisir un mot, et j'ai choisi le mot curiosité pour essayer de donner un visage à cette question de la co-construction du bien commun. Je ne sais pas si c'est le meilleur mot, parce que effectivement, à BSF, on travaille beaucoup autour des questions d'empowerment, de capacité, de choses comme ça, mais qui sont souvent des mots un peu valises, un peu bateaux, finalement tellement galvaudés qu'on ne sait même plus comment les utiliser. Et en fait, finalement, je crois que ce dont on a besoin aujourd'hui et ce qu'on essaie de cultiver à Bibliothèques sans frontières, c'est vraiment cette idée d'aller vers les autres, de confronter finalement ses propres visions à celles des autres. Et souvent, on entend en ce moment qu'on n'arrive plus à débattre dans nos sociétés, on n'arrive plus à avoir une discussion qui met en jeu des esprits contradictoires de façon posée, de façon calme. Et je crois qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est de cette curiosité d'aller vers les autres, d'essayer de comprendre les autres, d'essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça, pourquoi ils font comme ça. Et finalement, c'est la première des vertus d'une bibliothèque, où qu'elle soit dans le monde, qu'elle soit dans un camp de réfugiés ou chez nous dans nos quartiers. Je crois que c'est à la fois le lieu finalement de l'expérience individuelle de l'acquisition de la connaissance et de la confrontation très individuelle à l'altérité, c'est-à-dire à une pensée qui peut être différente de la nôtre, à une connaissance qui peut être différente de la nôtre, mais c'est aussi la confrontation aux autres, parce que dans une bibliothèque, on se retrouve, on est ensemble, et on construit ensemble des projets, et c'est bien ça qu'on essaye d'infuser à Bibliothèques sans frontières, c'est vraiment de donner les moyens à des populations de se retrouver et de créer ensemble les solutions aux problèmes auxquels ils font face. Donc voilà, particulièrement heureux de recevoir cette distinction, et d'autant plus que nous sommes en train de renouveler notre engagement justement au Liban en cette période particulièrement trouble pour le pays. Donc une double symbolique pour moi derrière ce prix. Merci infiniment. Merci beaucoup Jérémy. Donc je suis très content d'enchaîner avec un autre projet inspirant qui est quelqu'un que je connais là aussi personnellement et qui est aussi une complice de ce très beau réseau qui est le réseau Ashoka. Donc je passe la parole maintenant à Chantal Minguenet, la fondatrice du réseau Montmartre, qui, comme chacun le sait, agit sur le domaine des gardes adaptées avec de l'art dedans. Et donc Chantal, quel mot as-tu choisi et peux-tu nous parler de Montmartre, s'il te plaît? Bonsoir à tout le monde, je suis ravie d'entrer dans la forêt, un peu masculine, mais je suis une arbre. Alors moi j'ai choisi le mot équité pour le partage, l'idée de la répartition, de l'égalité en fait des chances. C'est un mot qu'on s'efforce d'incarner à Montmartre depuis 19 ans auprès des enfants, des parents,
de nos artistes aussi intervenants, des gens qui nous rejoignent et des partenaires. On l'incarne au quotidien sur nos lieux d'accueil, puisque le soir après l'école, mercredi vacances, on va chercher les enfants, on s'en occupe bien sûr, mais aussi à travers nos formations dans les crèches, dans les écoles. L'idée pour nous, c'est quand même d'imaginer que chaque enfant a un potentiel et que quand on veut bien s'en occuper, quand on considère que c'est un bien commun, que tout le monde peut contribuer, au final, on va développer fortement leur capacité d'agir. Donc, on a choisi, nous, le mode projet artistique parce que c'est un moyen d'expression, on développe la créativité. Je crois qu'on va en avoir besoin. Ce sont les enfants qui vont relever des sacrés défis demain. Donc, on essaie, nous, de contribuer à faire en sorte que tous ces enfants-là soient aussi, eux, des arbres, des cèdres. Et là, je pense qu'on va pouvoir mieux respirer si on s'y met tous. On dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. On parle de co-construction de biens communs. Je crois qu'on est vraiment dedans. Donc, ça me parle. Tout ce que j'ai entendu depuis 16h30, je me sens dedans, je me sens avec. Je ne suis pas toute seule. Je vais évidemment partager cette reconnaissance, parce que c'est de la reconnaissance d'être là ce soir, avec l'ensemble des équipes. Tous ceux qui sont avec nous tous les jours sur le terrain. Je crois que tout se construit aussi concrètement dans l'action. Donc, je suis vraiment ravie aussi de vous voir tous, quoi. Voilà, donc que dire d'autre? On s'occupe évidemment des parents. Quand on s'occupe des enfants, on s'occupe des parents. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un enfant sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc on a du boulot. Si les enfants sont pauvres, c'est que leurs parents sont aussi en difficulté. L'un ne va pas sans l'autre, donc on est particulièrement attaché au quartier populaire, au quartier où il y a de la mixité, où on a des incroyables talents, au quartier où les gens ne prennent pas ou peu la parole. Donc construisons avec eux. Et voilà, je suis ravie. Et merci. Merci beaucoup Chantal, merci. C'est vrai qu'on a démarré avec des lauréats un peu masculins, mais tu vas voir qu'on se rattrape sur la fin. Donc ne t'inquiète pas. Voilà. Donc encore un homme et encore une structure incroyable que j'ai eu l'occasion de croiser, puisque là c'est pas le complice Ashoka, mais c'est les lauréats de la France s'engage aussi, qui forment une belle famille comme les projets Sèvres du Liban. Et donc c'est Solidarité Nouvelle face au chômage, donc qui est vraiment une association, je le disais en introduction, qui a été créée en 1985, donc ils ont des racines déjà beaucoup plus importantes que celles de Saint-Plon, et qui combattent effectivement l'exclusion et le chômage. Donc c'est parti d'un groupe d'amis autour de Jean-Baptiste de Foucault, qui est bien connu aussi des gens qui sont réunis ce soir, et avec une méthode d'accompagnement très innovante et qui a démontré toute son efficacité et toute sa capacité, avec beaucoup de bénévoles accompagnateurs et des milliers de demandeurs d'emploi qui ont été accompagnés donc depuis 1985. Et donc pour nous parler de ça et recevoir et parler de son mot, j'appelle son directeur général, Vincent Codebout. Merci beaucoup Frédéric de cet accueil chaleureux. Effectivement, depuis 35 ans, ce sont des citoyens simplement qui, au plus près des réalités, donnent un peu de leur temps pour simplement se former d'abord et puis accompagner ceux que nous appelons nous, des chercheurs d'emploi et qui partagent aussi de leurs revenus puisqu'on ne vit que de ressources privées. C'est un choix politique de la maison SNC que de vivre de ressources privées pour d'une part, donc, faire cet accompagnement des chercheurs d'emploi gratuit, sans limite, sans rythme prédéfini, des accompagnements collectifs aussi qui se développent énormément, la création d'emplois aussi, parce que quand on parle de chômage, il faut aussi parler d'emploi, et donc on crée des emplois que nous finançons dans des structures de l'économie sociale et solidaire que nous finançons des contrats à durée déterminée, avec un point particulier, c'est que pour les personnes que nous accompagnons, les 2/3 trouvent une solution en 9 mois. Et donc, ça veut dire que la méthode fonctionne. Ces statistiques sont relativement stables depuis 35 ans. Et pour ce qui concerne les personnes en emploi solidaire, 50%, qui étaient des personnes les plus éloignées de l'emploi, retrouvent une solution en 6 mois à peu près. Donc, c'est une méthode qui fonctionne. Quand on rencontre 4000 personnes en permanence chaque année, évidemment, quand on accompagne 4000 personnes, évidemment, on entend plein de choses. On aurait le droit de les garder pour nous, mais non. L'idée, c'est de déposer ces paroles, ces expressions de chercheurs d'emploi dans le débat public. C'est ce que nous appelons notre activité de plaidoyer que nous co-construisons avec les chercheurs d'emploi
pour favoriser l'expression de ces personnes en recherche d'emploi. Le dernier pan d'activité, qui est tout récent, c'est un pan qu'on peut qualifier de pan d'innovation, où en fait il s'agit au travers d'un lab qui s'appelle le Lab 2E, de permettre la rencontre entre les employeurs, les futurs employés, que sont les chercheurs d'emploi, les acteurs du service public de l'emploi, des organisations de formation, des centres de formation, et des bénévoles SNC pour co-construire ensemble et réinterroger les process de recrutement et d'intégration dans l'emploi. Et donc là, ça démarre bien, ce projet que nous testons depuis 18 mois, et nous en sommes relativement très, très fiers, quoi. Le mot que j'ai choisi, c'est le mot « lien ». C'est le mot « lien » parce que quand on est au chômage, la première des choses dont on souffre, c'est l'isolement, c'est la perte de confiance, et il faut maintenir en permanence les liens. C'est la raison pour laquelle, dès le début du confinement, dans les premiers jours, avec Pôle emploi, on a ouvert un numéro vert qui fonctionne toujours et qui va fonctionner pendant 2 ans, simplement pour accueillir, écouter et orienter les chercheurs d'emploi. Et surtout, maintenir les liens, maintenir la relation. Je pense que ce mot de lien est une nécessité au moment où l'on parle de distanciation physique. Moi, je pense que, au contraire, il faut renforcer la proximité. Au contraire, il faut renforcer là où les solidarités et peut-être faire un peu mieux exister les valeurs de fraternité. Et finalement, toutes ces valeurs, je crois, se retrouvent dans la co-construction pour le bien commun. Et c'est la raison pour laquelle je suis très fier de recevoir cette reconnaissance ce soir, qu'évidemment, on va partager avec les 2500 bénévoles de SNC très rapidement. Merci Frédéric, merci Charles Benoît, merci Monsieur Lebègue, merci à tout le monde. Merci Vincent, merci beaucoup, et merci de ce que tu fais. Je m'excuse auprès de la régie, j'ai changé le déroulé, donc excusez-moi, donc ça oblige tout le monde à être un peu agile. Donc toutes mes excuses. Donc on va passer maintenant à un autre projet inspirant qui est en plein cœur de l'actualité, qui est bien connu puisque donc il a été porté à partir de certaines hypothèses formulées par ATD Carmonde, hein, comme qui frappent l'esprit, hein, comme nul n'est inemployable. C'est pas le travail qui manque, c'est pas l'argent qui manque. Donc vous l'avez peut-être reconnu, ça a fait l'objet d'une loi d'expérimentation en 2016 hein, contre le chômage de longue durée, et ça s'est prolongé en association qui a été créée pour piloter les actions et démontrer à partir de la démarche d'expérimentation sur 10 territoires que les choses fonctionnaient. Donc je suis très content de donner la parole au projet Territoire zéro chômeur de longue durée et à son directeur général Antonin Grégorio. Oui, bonsoir, merci Frédéric. D'abord, je voudrais remercier la Fondation et Charles Benoît notamment pour cette distinction. Comme vous le rappeliez, nos racines sont courtes, mais on est planté pour le long terme, à la fois grâce aux parlementaires, et je sais qu'ils étaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale, qui a voté à l'unanimité cette loi, et par ailleurs, puisque la première étape est un succès et que nous allons vers une extension du projet. Le mot que nous avons choisi, c'est le mot consensus. Et ça n'étonnera pas nos partenaires. Consensus, car c'est le maître mot pour faire territoire zéro chômeur. C'est faire consensus autour de la volonté du droit à l'emploi pour tous sur un territoire, de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs concernés par la privation d'emploi, qu'ils soient élus, des services publics de l'emploi local ou des concentrés, des associations, des chefs d'entreprise, des personnes privées d'emploi. Autant d'acteurs qui coexistent localement et qui partagent les mêmes objectifs, mais qui ont souvent peu les moyens ou l'occasion de travailler conjointement à l'atteinte de buts communs. Et c'est le cas pour le droit à l'emploi pour tous. Aujourd'hui, Territoire zéro chômeur, c'est 10 territoires, 13 entreprises, 1000 salariés, 1000 chômeurs de longue durée qui ont en moyenne 80 000 de chômage, 45 ans et peu de qualifications. Nous allons poursuivre maintenant sur des nouveaux territoires, au moins 50 a priori, mais on verra avec la nouvelle loi. Et donc je remercie vraiment chaleureusement toute la Fondation pour ce prix, et j'espère que nous arriverons à faire consensus au niveau national avec la loi. C'est bien parti, et j'espère que nous irons jusqu'au bout. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup Antonin, on y croit et on vous soutient aussi. Nouveau projet inspirant, donc une femme pour nous en parler, et avant pour vous dire que donc c'est un projet que j'ai découvert et que je trouve particulièrement intéressant qui s'appelle donc Ville au carré.
et qui est un centre de ressources et d'innovation territoriale né en région Centre et Val-de-Loire et qui essaye d'aider les acteurs publics et privés à refabriquer des villes plus inclusives, fraternelles et durables avec une mission de coaching territorial pour de la revitalisation. Et pour nous parler de tout ça et de ces beaux partenariats entre l'État, les collectivités territoriales, les universités, la Caisse des dépôts et l'Association régionale des bailleurs sociaux, j'appelle à prendre la parole sa directrice Cécile Dublanche. Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir sélectionné parmi cette belle promotion 2020. Je remercie plus particulièrement la Fondation et puis Charles-Benoît Hetzig et toute l'équipe du Rameau. Je suis très touchée d'être là. Donc le mot que j'ai retenu justement, c'est le mot de coaching territorial, puisque c'est un mot qu'on a plutôt inventé et j'ai pensé que c'était l'occasion de vous l'expliquer. Alors, c'est une méthode qui est développée par Ville au Carré pour revitaliser les quartiers de la politique de la ville et les cœurs de ville des villes petites et moyennes. En fait, elle est transposable et maintenant, nous allons la déployer dans la ruralité. De manière générale, à Ville au Carré, nous cherchons toujours à faire émerger une énergie collective et positive entre les acteurs et les actrices qui agissent pour la résilience des territoires. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire du coaching territorial? On va coproduire à la fois des ressources pour comprendre le territoire et les politiques publiques. On va coproduire aussi des alliances pour avancer ensemble ou pour la coopération et des solutions nouvelles que l'on aura repérées ou expérimentées pour agir. Alors, nous visons, comme vous le disiez, effectivement, prioritairement les élus, les professionnels et les citoyens pour créer les conditions d'un dialogue territorial de qualité. Et pour nous, il nous semble une condition essentielle pour la co-construction du bien commun d'avoir vraiment ce dialogue territorial de qualité qui peut durer. Alors concrètement, par exemple, pour vous dire un peu ce qu'on peut faire, c'est juste un exemple parce qu'on a beaucoup d'actions très diverses. J'ai mené une expérimentation sur l'égalité femmes-hommes pour recueillir la parole d'habitantes d'un quartier d'Orléans sur le projet de rénovation urbaine. Et c'était le défi d'impliquer tous les services de la ville, de l'agglomération, un réseau d'alliés qui étaient agissant sur le quartier et les élus pour que cette parole recueillie puisse être portée au plus haut niveau et puisse permettre d'engager des nouvelles mesures. Et donc, quand on fait une expérimentation, après, il y aura une publication qu'on pourra passer prochainement. Et bientôt, par exemple, tout à fait différent, on anime aussi des matinales pour les élus de la politique de la ville dans un cycle de visio. Alors, pour y arriver, notre équipe s'appuie sur une posture d'écoute et même d'empathie. Nous avons une expertise à la fois stratégique et très opérationnelle, une profonde connaissance des territoires et des différents systèmes d'acteurs, d'autant que nous intervenons sur de nombreux sujets comme la pauvreté, l'habitat, l'éducation, les partenariats avec le DD17. Nous avons donc une réelle capacité à favoriser les interactions et je pense que c'est ça qui est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Alors récemment, nous avons commencé à déployer notre méthode de coaching territorial pour promouvoir les dynamiques de transition dans les territoires de notre belle région Centre-Val de Loire. Voilà ce que je peux dire et puis j'espère que maintenant vous saurez ce que c'est que le coaching territorial et peut-être c'est un mot qui sera repris parce qu'effectivement il l'amène à rentrer dans une démarche positive et émergente pour les territoires qui ont besoin vraiment de retrouver un bon dynamisme dans la situation actuelle. Merci beaucoup Cécile, merci beaucoup et je suis très ravi d'avoir découvert ce projet. Je vais vous en présenter un autre que je ne connaissais pas mais qui est tout aussi intéressant et que je vous amène à découvrir si vous ne le connaissez pas, qui s'appelle WeDo et qui est la première plateforme dédiée à la réussite des projets jeunesse, des jeunes de 13 à 30 ans, donc c'est bien, c'est une exception assez large de la jeunesse dans les territoires, donc avec un manifeste sur des enjeux majeurs qui sont liés à la réussite des jeunes et déjà plus de 15 000 jeunes accompagnés et plus de 400 projets par mois. Donc je vous invite à écouter donc WeDo et son président Laurent Lescure et à ce beau projet qui dit oui, WWEE à la jeunesse. Merci Frédéric pour ce passage de relais. On est très flattés que ce soit Simplon qui nous fasse ce passage de relais du Cèdre du Liban. Juste une petite information pour dire effectivement ce qu'est WeDo. WeDo, c'est une plateforme collaborative qui permet de dire aux jeunes, voilà, tu as entre 13 et 30 ans, tu as un projet, tu ne sais pas comment t'y prendre, eh bien tu viens sur WeDo et WeDo va te mettre en relation avec tous les acteurs sur ton territoire, en digital, etc., qui ont intérêt à te faire réussir. Eh ben, c'est qui? C'est
les collectivités, les assos, les institutions, les écoles, les entreprises, en fait, tous ces acteurs-là, beaucoup d'acteurs, eh bien, nous, on vient te flécher, on vient t'orienter pour que tous ces gens puissent venir t'accompagner. Alors, juste une petite information, tous les distingués ce soir ont une place sur WeDo et vous pouvez tout à fait avoir le WeDo de votre structure, de votre organisation pour pouvoir venir accompagner, soutenir des jeunes sur vos valeurs, sur vos métiers, sur vos sensibilités. Alors, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, je vais déjà remercier effectivement la Fondation pour cette distinction qui nous touche beaucoup. Et puis, je vais profiter de cette tribune pour mettre à l'honneur un mot qui est très souvent mal compris, détourné de son sens propre. Et vous l'évoquiez par la mission de WeDo, c'est le mot « réussir ». Alors, c'est un mot qui est souvent perçue comme l'expression d'une domination, qu'elle soit une domination verticale, une domination hiérarchique, voire même une domination sociale. Il y a une formule qui a fait beaucoup de tort au mot réussir, c'est il ou elle a bien réussi dans la vie. Et cette formulation, en fait, lui a fait du tort. Et je vois même que toutes nos organisations et nos mouvements d'éducation populaire l'ont souvent banni au profit d'un verbe qui est le verbe s'émanciper. Alors c'est une autre façon d'aborder les choses, mais je voudrais redonner un peu de noblesse au mot réussir, de la perspective au mot réussir. Alors réussir exprime en fait un cheminement horizontal et collaboratif. Réussir, c'est rencontrer. Réussir, c'est s'allier. Réussir, c'est partager pour surmonter des obstacles et les transformer en opportunités et en résultats concrets. L'étymologie du mot réussir est très explicite là-dessus. Ça vient de l'italien riuscita, et dont la racine est la racine latine uscita, qui signifie à la fois une issue, une sortie. Autrement dit, sortir du cadre, se dépasser. Donc il y a vraiment cette dimension du cheminement, de la sortie, de l'ouverture vers d'autres voies. Et pourquoi nous avons choisi ce mot chez WeDo pour la tribune de ce soir? Parce que faire réussir les jeunes et les territoires, c'est notre mission chez WeDo. Les faire réussir, c'est les faire cheminer, c'est leur permettre de construire pas à pas leurs projets, de faire avancer leurs idées, c'est les confronter aux obstacles et c'est mettre les jeunes en relation, comme je le disais tout à l'heure, avec tous ceux qui ont intérêt à les faire réussir. Alors la réussite, elle génère de nombreuses richesses et pour l'essentiel qui sont non marchandes. La première richesse, c'est la connaissance de soi. La deuxième richesse, c'est la confiance en soi. La troisième richesse, c'est la joie, parce que réussir, c'est joyeux. Et puis, je retiendrai une formule qu'a dit Gabriel dans la conclusion de l'atelier numéro 2. La réussite, c'est la reconnaissance aussi. Alors, tout ceci, que ce soit la connaissance de soi, la confiance en soi, la joie ou la reconnaissance, n'est-ce pas une perspective indispensable à la construction du bien commun? Voilà, merci beaucoup. J'ai envie de vous dire oui, Laurent, mais je ne suis pas le seul à vous répondre, mais je pense qu'effectivement, on ne peut que vous dire oui. Donc, on arrive presque à la fin de cette séquence-là et je suis très, très content et un petit peu, je dois le dire, un peu ému de passer le témoin en tant que grand témoin 2018 au grand témoin 2020 et à un autre projet très inspirant, Cèdre du Liban, qui est une association donc créée en 2014 par quelqu'un de très particulier et assez cher à mon cœur et qui se focalise sur l'accompagnement des personnes détenues. Et donc, je pense que vous avez déjà reconnu de qui il s'agit. Donc, c'est bien entendu Wake Up Café. Et je suis très content et je le redis très ému aussi de passer la parole à Clotilde Gilbert, sa géniale et passionnée directrice et cofondatrice. Et je suis très fier, Clotilde, que tu prennes ma suite en tant que grand témoin. Et je suis très fier tout court de ce que tu fais, de ce que vous faites à Wake Up et d'avoir fait un petit bout de chemin aussi avec toi, parce que je sais, pour avoir travaillé avec toi, que ce que vous faites, c'est précieux, mais que c'est très difficile et qu'on a même eu des difficultés à Saint-Plon à travailler sur ce type de public, qui est vraiment un type de public très particulier, mais très passionnant. Et je sais que vous faites tout ce que vous faites avec passion et innovation. Donc, je suis vraiment très, très fier de te passer la parole et que tu sois le grand témoin 2020 du projet Cèdre du Liban. À toi, Clotilde. Bon, Frédéric, un grand merci
trop heureuse, t'imagines, que ce soit toi qui nous remette cette reconnaissance de l'action de Wake Up Café. Un grand merci évidemment à la Fondation et à toute l'équipe du Rameau. C'est vrai que l'action de Wake Up Café, c'est d'accompagner des personnes qui sont en prison et qui ont envie complètement de changer de chemin et de plus jamais retourner en prison. C'est une mission qui est compliquée, mais qui est très belle et on adore voir ces changements de chemin qui se font parfois de manière chaotique, parfois sur des temps plus ou moins longs, mais c'est une mission qui est enthousiasmante et Frédéric, je suis d'autant plus contente que pour moi, tu illustres tellement bien la co-construction du bien commun parce que toute ta manière de faire, c'est de partager, c'est de donner envie à tous d'agir pour le bien commun. Donc, je trouve que tu es le meilleur témoin pour ça. Donc, vraiment, merci. Moi, le mot que j'ai choisi, en fait, c'est esprit de service. Esprit de service pour illustrer la co-construction du bien commun parce que, d'abord, tous les wakers, donc ceux qu'on accompagne, on leur dit, si vous voulez venir à Wake Up Café, vous n'allez pas juste recevoir de l'aide pour du logement, de l'emploi, des soins et autres. Nous, on a besoin de vous. Et en fait, c'est une communauté d'entraide dans laquelle vous allez pouvoir en fait mettre vos talents au service des autres. Et je l'illustre là juste en 2 minutes. On a terminé la semaine dernière un parcours de préparation à la sortie dans la prison de Nanterre. Il y avait 7 wakers, enfin 7 personnes. Et je leur ai dit, parmi les valeurs de Wake Up Café, il y a l'esprit de service. Et j'aimerais bien qu'on puisse le vivre ensemble dans la 2e semaine de ce parcours, qui est une semaine qui est orientée sur tout ce qui est citoyenneté et engagement. Et je leur ai dit, vous voyez, on est dans une société assez individualiste et pourtant, on vit tous ensemble. Et donc, je leur ai dit, peut-être qu'on pourrait trouver au sein de ce parcours et au sein de cette prison ce que c'est que se mettre au service du bien commun. Vous êtes dans une maison d'arrêt, un endroit où vous n'avez pas envie d'être, un endroit qui est vraiment pas agréable, qui est sale, qui est violent, qui est difficile. Et pourtant, c'est le lieu que vous habitez en ce moment pour quelque temps. Et est-ce que vous accepteriez, du coup, de prendre soin de ce lieu et d'en faire quelque chose de meilleur et qu'on propose ça à la direction de l'établissement pénitentiaire? Et ils m'ont tous dit oui, tout de suite. Et je leur ai dit, ça va pas être facile. On va peut-être nous demander de nettoyer des cours. On va peut-être vous demander de nettoyer des couloirs où les autres vont passer. Et vous allez peut-être vous moquer de vous. Ils ont dit, OK, mais tu as raison, c'est important de travailler au bien commun. Et du coup, ils ont dit OK. Et c'est ce qui a pu se faire. Ils ont effectivement, avec 2 personnes de l'équipe Wake Up Café, ils ont nettoyé une cour dans laquelle tous ceux qui étaient au-dessus dans leur cellule avaient jeté tout ce qui leur passait par la main. Donc c'était une mission qui était difficile, mais je pense que par ça, ils ont compris ce que c'était que travailler à la notion du bien commun, c'est-à-dire on est tous dans un lieu où on participe et donc de le rendre plus beau et meilleur, c'est important. Et donc voilà, je crois que ça expliquait pour moi une manière de co-construire le bien commun avec eux. Merci beaucoup à tous.